Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans une nouvelle histoire émouvante sur notre chaîne. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à embarquer dans un voyage qui va toucher vos cœurs. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Amélie, une jeune femme qui a tout perdu et s'est retrouvée dans la rue, vivant des situations que personne ne devrait jamais vivre. Et Gabriel, un homme fortuné mais solitaire qui cache une douleur profonde. Mais quand leurs chemins se croisent d'une manière totalement inattendue, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Ce que Gabriel va faire quand il la découvrira dans cette situation désespérée va changer leur vie à jamais. Merci infiniment de nous accompagner, de laisser vos commentaires et de partager nos histoires avec vos proches. Si vous ne faites pas encore partie de notre famille, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires pleines d'émotions. Et dites-moi, d'où nous écoutez-vous en ce moment? De votre salon confortable, de votre cuisine en préparant le dîner, ou peut-être en vous promenant? J'adore savoir d'où vous nous suivez. Maintenant, installons-nous bien et commençons notre histoire. Paris était une ville cruelle pour ceux qui n'avaient pas d'argent. Amélie Dubois connaissait bien cette vérité à 23 ans, après avoir passé les 2 dernières années comme employée de maison chez la famille de Montclair dans le 16e arrondissement. La mansion était impressionnante avec ses 5 étages, ses jardins parfaitement entretenus et ses meubles qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Mais derrière toute cette élégance, Amélie vivait un véritable cauchemar qui allait bien au-delà du travail difficile. Madame de Montclair était une femme de 50 ans, maigre comme une branche sèche, avec des petits yeux perçants qui semblaient toujours chercher des défauts. Monsieur de Montclair était encore pire, un homme gros et arrogant qui parlait à Amélie comme si elle était moins qu'un animal. Les 2 enfants du couple, Charlotte et Antoine, avaient hérité toute la cruauté de leurs parents et traitaient Amélie comme si elle était invisible, sauf quand ils avaient besoin de l'humilier pour s'amuser. Chaque matin, quand Amélie descendait de sa petite chambre dans le grenier, elle savait qu'une nouvelle journée de souffrance l'attendait dans cette maison dorée qui cachait tant de méchanceté. Ce qui rendait la vie d'Amélie encore plus difficile étaient les règles absurdes que la famille imposait. Elle ne pouvait absolument rien manger qui appartenait à la maison. Madame de Montclair tenait à compter tous les aliments dans le garde-manger et dans le réfrigérateur, notant tout dans un petit carnet qu'elle portait toujours avec elle. « Si quelque chose disparaît, ça sortira de votre salaire », disait-elle avec un sourire malicieux qui révélait ses dents jaunies par le café et les cigarettes. Amélie devait apporter sa propre nourriture, mais avec le salaire misérable qu'elle recevait, elle arrivait à peine à acheter du pain et un peu de fromage pour se nourrir. Souvent, elle passait toute la journée à nettoyer cette énorme mansion avec l'estomac qui grondait, pendant qu'elle voyait la famille gaspiller de la nourriture chère comme si c'était des ordures. Charlotte laissait fréquemment des assiettes pleines sur la table, juste pour provoquer Amélie, disant des choses comme « Quel dommage que vous ne puissiez pas manger ça, n'est-ce pas ?» C'étaient de petites tortures quotidiennes qui faisaient qu'Amélie se sentait de plus en plus petite et humiliée. Le pire était quand la famille organisait des dîners avec leurs amis riches et qu'Amélie devait servir des plats délicieux en sachant qu'elle allait rentrer dans sa chambre pour manger du pain sec. Les invités ne la regardèrent même pas, comme si elle était un meuble qui bougeait tout seul. La situation empira encore l'hiver dernier. Amélie dormait dans une petite chambre minuscule dans le grenier de la mansion, un espace qui ressemblait plus à un débarras qu'à un endroit où une personne pouvait vivre. Il n'y avait pas de chauffage adéquat, juste un petit radiateur électrique qui marchait à moitié et qui faisait un bruit terrible toute la nuit. Pendant les nuits les plus froides de janvier, elle s'enroulait dans toutes les couvertures qu'elle pouvait trouver, mais elle se réveillait quand même en tremblant, avec les doigts si engourdis qu'elle avait du mal à tenir le balai le matin. Les murs étaient si fins qu'elle entendait tous les bruits de la maison, les rires de la famille en bas, la télévision qui marchait jusqu'à tard dans la nuit, et surtout les commentaires cruels qu'il faisait sur elle quand il pensait qu'elle ne pouvait pas entendre. « Cette fille devient de plus en plus maigre », disait Antoine en riant. « Peut-être qu'on devrait lui donner nos restes, comme à un chien », ajoutait Charlotte. Ces mots blessaient Amélie plus que le froid ou la faim, parce qu'ils lui rappelaient qu'elle était seule au monde, sans personne pour la défendre ou se soucier de ce qui lui arrivait. Un matin, après une tempête de neige particulièrement forte, Amélie descendit pour commencer le travail et trouva Madame de Montclair qui l'attendait dans la cuisine avec une expression encore plus aigre que d'habitude. Ses cheveux étaient tirés en arrière si fort que ça lui tirait la peau du visage, et elle portait une robe de chambre en soie rouge qui la faisait ressembler à un démon. « Amélie, où étiez-vous hier à 9 heures du soir ?» demanda-t-elle en tapant du pied avec impatience,
ses talons claquant sur le carrelage froid. Amélie répondit qu'elle était dans sa chambre, essayant de se réchauffer avec une tasse de thé qu'elle avait préparée avec son propre sachet. « Menteuse! Charlotte vous a vu sortir de la salle à manger avec quelque chose dans les mains. Avouez tout de suite ce que vous avez volé. » L'accusation tomba comme la foudre sur la tête d'Amélie, qui ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle avait peur que Madame de Montclair l'entende. Elle essaya d'expliquer qu'elle était juste passée fermer une fenêtre qui battait avec le vent, mais la femme ne voulait rien entendre. En fait, Amélie était effectivement passée par la salle à manger vers 9 heures, mais seulement pour fermer cette fenêtre qui faisait un bruit terrible et qui laissait entrer la neige. Elle se souvenait parfaitement de ce moment, parce qu'elle avait admiré quelques secondes la belle table en acajou et les chandeliers en cristal, se demandant comment ça devait être de vivre dans un tel luxe, sans avoir à se soucier de la nourriture ou du chauffage. Mais essayer d'expliquer ça à Madame de Montclair était comme parler à un mur. La femme avait déjà décidé qu'Amélie était coupable de quelque chose, et rien de ce qu'elle dirait n'allait changer ça. Ses yeux brillaient d'une méchanceté pure, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Fouillez sa chambre !» cria-t-elle à son mari, qui venait d'arriver dans la cuisine en pyjama, l'air encore endormi mais déjà prêt à suivre sa femme dans sa cruauté. Les deux montèrent comme une tempête jusqu'au grenier, leurs pas lourds résonnant dans l'escalier étroit qui menait à la petite chambre d'Amélie. Ils retournèrent chaque coin du petit espace d'Amélie, jetèrent ses quelques vêtements par terre comme s'ils cherchèrent des trésors cachés, vidèrent sa petite commode et déchirèrent même le matelas, en cherchant quelque chose qui justifierait l'accusation. Amélie regardait ses affaires personnelles être détruites sans pouvoir rien dire, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ils ne trouvèrent rien, bien sûr, parce qu'Amélie n'avait jamais rien volé à cette famille. Mais ça n'avait pas d'importance pour les deux Montclair. En fin d'après-midi, Charlotte apparut dans la cuisine avec une petite bague de perles dans la main, le visage illuminé par un sourire mauvais. « Regardez ce que notre chère Amélie nous cachait », dit-elle avec un rire cruel qui résonna dans toute la cuisine. Je l'ai trouvée cachée derrière la cuisinière. C'était évident que Charlotte avait mis la bague là elle-même, probablement pendant qu'Amélie était occupée à nettoyer les autres pièces. Mais qui allait croire la parole d'une employée de maison contre la fille de la famille? Monsieur de Montclair appela immédiatement la police, faisant tout un spectacle devant les voisins curieux qui se rassemblaient déjà derrière leurs fenêtres. Amélie fut accusée de vol et licenciée sur le champ, sans référence ni même ses derniers salaires. « Vous devriez être reconnaissante qu'on ne porte pas plainte », dit Madame de Montclair avec satisfaction, croisant les bras sur sa poitrine maigre. « Sortez de ma maison immédiatement avant que je change d'avis. » En 1 heure, Amélie se retrouva dans la rue avec juste un petit sac contenant ses affaires les plus personnelles. Elle n'avait nulle part où aller, pas de famille, pas d'amis, et maintenant pas de travail. Les économies qu'elle avait réussi à faire étaient si petites qu'elles ne duraient que quelques jours. Paris était immense et impitoyable, surtout pour une jeune femme seule sans référence de travail et avec une accusation de vol qui allait la suivre partout. 3 semaines après avoir été chassée de chez les de Montclair, Amélie se retrouvait dans une gare routière de Lyon, épuisée et découragée. Elle avait utilisé ses dernières économies pour acheter un billet de bus vers cette ville du sud-est de la France, espérant que loin de Paris, personne ne connaîtrait son histoire et qu'elle pourrait recommencer sa vie. Mais la réalité était bien plus dure que ce qu'elle avait imaginé. Lyon était certes moins cher que Paris, mais trouver du travail sans référence était presque impossible. Elle avait passé des jours entiers à frapper aux portes des maisons bourgeoises du 6e arrondissement, proposant ses services comme femme de ménage ou cuisinière, mais dès qu'on lui demandait ses références de travail précédents, les portes se fermaient une par une. Certaines personnes étaient polies et s'excusaient, d'autres la regardaient avec suspicion, comme si elle cachait quelque chose de grave. Amélie dormait dans des foyers d'urgence quand elle arrivait à avoir une place. Sinon, elle passait ses nuits sur des bancs, dans les parcs ou sous les porches des magasins fermés. L'hiver lyonnais était moins rigoureux que celui de Paris, mais les nuits restaient froides et humides, et elle se réveillait souvent avec des douleurs partout dans le corps. Un matin de février, en feuilletant un journal gratuit qu'elle avait trouvé dans une poubelle, Amélie tomba sur une petite annonce qui fit battre son cœur plus fort. Cherche gouvernante pour grande propriété à la campagne près de Lyon. Logement et repas fournis. Expérience souhaitée mais pas obligatoire. Contactez Madame Rousseau. Il y avait un numéro de téléphone et quelque chose dans cette annonce lui donnait de l'espoir. Le fait qu'il ne demandait pas forcément d'expérience lui laissait penser qu'elle avait peut-être une chance. Elle utilisa ses dernières pièces pour téléphoner d'une cabine publique,
les mains tremblantes à cause du froid et de l'émotion. Une voix de femme âgée et bienveillante lui répondit « Bonjour mademoiselle, je suis madame Rousseau, la gouvernante de monsieur Moreau. Vous appelez pour l'annonce. » Amélie expliqua sa situation en choisissant soigneusement ses mots, parlant de son expérience chez une famille parisienne, sans mentionner comment ça s'était terminé. Madame Rousseau semblait pressée mais pas désagréable. « Monsieur Moreau est en voyage d'affaires pour 2 semaines encore, mais j'ai l'autorisation de vous engager si vous me semblez convenable. Pouvez-vous commencer demain ?» Le cœur d'Amélie fit un bond dans sa poitrine. Elle n'arrivait pas à croire qu'enfin quelque chose de positif lui arrivait. « Oui, madame, bien sûr », répondit-elle avec un soulagement qu'elle n'arrivait pas à cacher dans sa voix. Madame Rousseau lui donna l'adresse de la propriété, située à une 20aine de kilomètres de Lyon, dans une petite commune appelée Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Prenez le bus jusqu'au village, puis demandez la propriété Moreau. Tout le monde connaît. Je vous attendrai demain matin à 9 heures. Apportez vos affaires. Vous logerez sur place. Quand Amélie raccrocha, elle avait les larmes aux yeux, mais cette fois c'étaient des larmes de joie et de soulagement. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'impression que sa vie allait peut-être reprendre un cours normal. Elle passa le reste de la journée à se préparer du mieux qu'elle pouvait, lavant ses quelques vêtements dans les toilettes publiques d'un centre commercial et essayant de se rendre présentable avec les moyens qu'elle avait. Cette nuit-là, elle dormit sur un banc près de la gare routière, mais pour une fois, le froid ne l'empêcha pas de fermer l'œil. Le lendemain matin, Amélie prit le premier bus pour Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, regardant défiler le paysage qui changeait progressivement de la ville vers la campagne. Les bâtiments gris de Lyon laissaient place à des collines verdoyantes plantées de vignes, même en hiver. Quand elle descendit du bus dans le petit village, l'air était plus pur et elle se sentait déjà mieux. Elle demanda son chemin à un boulanger qui la dirigea vers une route qui montait vers les collines. « Vous ne pouvez pas la rater », dit-il avec un sourire. « C'est la plus belle propriété du coin. » Après une marche de 20 minutes sur une route bordée d'arbres, Amélie aperçut enfin la maison et resta bouche bée. C'était un château moderne, construit en pierre claire, avec des grandes fenêtres qui brillaient au soleil et des jardins qui s'étendaient à perte de vue. Des vignes parfaitement alignées descendaient vers la vallée, et au loin, on pouvait voir Lyon dans la brume matinale. Cette beauté lui faisait presque peur, comme si elle n'avait pas le droit d'être dans un endroit pareil. Madame Rousseau l'attendait sur le perron, une femme d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris tirés en chignon et un tablier blanc immaculé. Son visage était bienveillant et ses yeux bleus pétillaient de gentillesse. « Vous devez être Amélie », dit Madame Rousseau en s'approchant avec un sourire chaleureux. « Bienvenue à la propriété Moreau. Je suis contente que vous ayez pu venir. » Elle fit visiter la maison à Amélie, qui découvrait des pièces plus belles les unes que les autres. Le salon principal avait une cheminée en marbre, des bibliothèques qui montèrent jusqu'au plafond rempli de livres anciens et des tableaux qui semblaient valoir une fortune. La cuisine était moderne et spacieuse, avec tous les équipements qu'on pouvait rêver d'avoir. « Monsieur Moreau aime la belle cuisine », expliqua Madame Rousseau. « Mais il mange peu depuis que sa femme est décédée il y a 3 ans. Il voyage beaucoup pour ses affaires de vin, alors la maison est souvent vide. » Elle conduisit Amélie jusqu'à une jolie chambre au premier étage avec une vue magnifique sur les vignes. « Ce sera votre chambre. Elle appartenait à une employée précédente qui est partie se marier l'année dernière. Vous vous y plairez, j'en suis sûr. » Amélie n'arrivait pas à croire qu'elle allait vivre dans un endroit si beau. Après des semaines dans la rue, cette chambre lui semblait être un palais. Madame Rousseau expliqua les tâches quotidiennes à Amélie. Entretenir la maison, préparer les repas quand Monsieur Moreau était là, s'occuper du linge et aider aux petits travaux du domaine quand c'était nécessaire. « Monsieur Moreau est un homme bon », dit-elle avec affection, « mais il est très triste depuis qu'il a perdu sa femme Isabelle. Il ne reçoit plus personne, ne sort presque plus, sauf pour ses voyages d'affaires. C'est un homme solitaire qui a besoin qu'on prenne soin de lui, même s'il ne le demande jamais. » Elle montra à Amélie où étaient rangés les produits d'entretien, comment fonctionnait la machine à laver, et surtout où se trouvait la nourriture. « Vous pouvez manger tout ce que vous voulez de la cuisine, » dit-elle avec insistance. « Monsieur Moreau déteste le gaspillage, et il veut que ses employés soient bien nourris. Ne vous gênez surtout pas. » Ces mots résonnèrent étrangement dans les oreilles d'Amélie, qui avait encore du mal à croire qu'elle avait le droit de manger librement. Les souvenirs des de Montclair étaient encore trop frais dans sa mémoire. Le premier jour se passa bien. Amélie nettoya la maison de fond en comble, ravie de travailler dans un environnement si agréable. Madame Rousseau partit en fin d'après-midi, car elle ne dormait pas sur place, mais venait juste dans la journée pour superviser le travail et faire les courses. « Je reviendrai demain matin, dit-elle en partant.
Mais vous êtes seul ce soir. N'hésitez pas à vous servir dans la cuisine pour le dîner. » Une fois seule dans cette grande maison silencieuse, Amélie se sentit un peu perdue. Elle avait nettoyé toutes les pièces principales, fait le lit de M. Moreau qui n'était même pas défait, et maintenant, elle ne savait plus quoi faire. Le soir tombait sur les vignes, et la maison se remplissait d'ombre. Quand son estomac commença à grogner, elle se dirigea vers la cuisine, mais arrivée devant le réfrigérateur, elle n'arrivait pas à l'ouvrir. Les mots de Madame Rousseau résonnaient dans sa tête, mais plus fort encore, elle entendait la voix cruelle de Madame de Montclair. « Si quelque chose disparaît, ça sortira de votre salaire. » Ses mains tremblaient quand elle toucha la poignée du réfrigérateur. Elle l'ouvrit, regarda tous les bons produits rangés soigneusement, puis le referma sans rien prendre. Cette nuit-là, Amélie se coucha le ventre vide, incapable de se résoudre à manger quelque chose qui ne lui appartenait pas vraiment. Le trauma de son expérience chez les de Montclair était plus profond qu'elle ne l'avait réalisé. Même dans ce nouvel environnement bienveillant, elle n'arrivait pas à faire confiance. Les jours suivants, le même scénario se répétait. Madame Rousseau lui rappelait qu'elle pouvait manger tout ce qu'elle voulait, mais dès qu'Amélie se retrouvait seule, la peur la paralysait. Elle préférait acheter son propre pain avec l'argent de poche qu'elle avait gardé, ou parfois ne pas manger du tout, plutôt que de risquer d'être accusée de vol une nouvelle fois. Cette situation ne pouvait pas durer longtemps, et Amélie le savait, mais elle ne savait pas comment surmonter cette peur irrationnelle qui la rongeait de l'intérieur. Gabriel Moreau avait terminé ses affaires à Bordeaux plus tôt que prévu. Après 3 semaines de négociations difficiles avec des distributeurs de vin, il était épuisé et n'avait qu'une envie, retrouver le calme de sa propriété. Il conduisait sa Mercedes noire sur les routes sinueuses qui menaient à Saint-Cyr au Mont-d'Or, regardant distraitement les vignes qui défilaient de chaque côté. À 35 ans, Gabriel était un homme qui avait tout réussi dans la vie professionnelle, mais qui se sentait vide depuis la mort d'Isabelle. Sa femme avait été emportée par un cancer foudroyant 3 ans plus tôt, et depuis, il avait l'impression de ne faire que survivre au lieu de vivre vraiment. Ses affaires marchaient bien, trop bien même, mais ça ne lui apportait plus aucune satisfaction. Il voyageait de plus en plus souvent, préférant les hôtels impersonnels aux souvenirs douloureux qui l'attendaient dans chaque pièce de sa maison. Madame Rousseau lui avait téléphoné la semaine précédente pour lui dire qu'elle avait engagé une nouvelle employée, une jeune femme qui semblait sérieuse et travailleuse. Gabriel avait donné son accord sans vraiment s'y intéresser, tant qu'elle faisait bien son travail et ne le dérangeait pas. Quand il arriva devant sa propriété vers 18 heures, Gabriel remarqua que les lumières étaient allumées dans le salon principal et que les fenêtres brillaient proprement. Apparemment, cette nouvelle employée prenait son travail au sérieux. Il gara sa voiture dans l'allée et prit ses bagages dans le coffre, heureux de retrouver l'air frais de la campagne après l'atmosphère étouffante des bureaux bordelais. Mais au lieu d'entrer directement par la porte principale comme d'habitude, quelque chose l'attira vers l'arrière de la maison. Peut-être était-ce un bruit étrange ou simplement l'instinct qui lui disait de vérifier que tout allait bien. Gabriel contourna la bâtisse par le petit chemin qui menait au jardin, ses pas crissant sur le gravier. Ce qu'il découvrit alors le figea sur place et lui coupa le souffle. Près des poubelles qui étaient sorties pour la collecte du lendemain, une jeune femme était accroupie et fouillait désespérément dans les déchets. Elle avait les cheveux bruns attachés en queue de cheval et portait une robe simple qui avait connu des jours meilleurs. Ses gestes étaient rapides et nerveux, comme si elle avait peur d'être surprise. Gabriel vit qu'elle sortait des restes de nourriture des sacs poubelles et les examinait avant de les porter à sa bouche. Gabriel resta immobile quelques secondes, ne sachant pas comment réagir face à cette scène bouleversante. Cette femme devait être la nouvelle employée dont lui avait parlé Madame Rousseau, mais que faisait-elle en train de manger dans les poubelles? Est-ce qu'elle était malade mentalement? Est-ce qu'elle n'avait pas accès à la cuisine? 1000 questions se bousculaient dans sa tête, mais ce qui dominait par-dessus tout, c'était un sentiment de compassion profonde qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il voyait dans les gestes désespérés de cette femme une détresse qui lui rappelait sa propre souffrance, même si elle était différente. Sans réfléchir davantage, Gabriel s'approcha doucement pour ne pas l'effrayer. « Excusez-moi », dit-il d'une voix douce qui fit sursauter Amélie. Elle se retourna brusquement, le visage rouge de honte, avec un morceau de pain dans la main qu'elle laissa tomber immédiatement. Ses yeux étaient remplis de terreur, comme si elle venait d'être prise en flagrant délit du pire des crimes. « Monsieur, pardon », balbutia-t-elle en essayant de se relever, mais ses jambes tremblaient tellement qu'elle faillit tomber. Gabriel tendit instinctivement la main pour l'aider à se stabiliser, et quand leurs regards se croisèrent,
Il fut frappé par la beauté naturelle de cette femme, malgré son état pitoyable. Amélie avait des yeux verts magnifiques, mais ils reflétaient une peur si intense que ça lui serra le cœur. « Je suis Gabriel Moreau, » dit-il calmement, « et vous devez être la nouvelle employée dont m'a parlé Madame Rousseau. Comment vous appelez-vous » Sa voix était douce et ne contenait aucun reproche, ce qui surprit Amélie qui s'attendait à être licenciée sur le champ, comme chez les de Montclair. « Amélie Dubois, monsieur », répondit-elle d'une voix à peine audible, en gardant les yeux baissés vers le sol. « Je suis désolé, je vais partir tout de suite. Je ne voulais pas... » Gabriel l'interrompit d'un geste de la main. « Partir? Mais pourquoi ?» Il regarda les poubelles, puis le visage défait d'Amélie, et une intuition terrible lui vint à l'esprit. « Amélie, depuis quand n'avez-vous pas mangé un vrai repas ?» Cette question directe fit monter les larmes aux yeux de la jeune femme qui ne savait plus où se mettre. La vérité était qu'Amélie n'avait presque rien mangé depuis 3 jours. Elle avait fini son dernier morceau de pain acheté avec ses propres sous, et malgré les encouragements répétés de Madame Rousseau, elle n'arrivait toujours pas à se résoudre à prendre de la nourriture dans la cuisine. La faim était devenue si intense qu'elle avait commencé à avoir des vertiges pendant le travail, et ce soir-là, désespérée, elle avait cédé à la tentation de récupérer les restes jetés. « Je n'avais pas le droit », murmura-t-elle, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Madame Rousseau m'avait dit que je pouvais, mais j'avais peur. » Gabriel sentit une colère sourde monter en lui, pas contre Amélie, mais contre ceux qui avaient pu la traumatiser au point qu'elle préfère manger dans les poubelles plutôt que de prendre ce qui lui était offert. Il devinait qu'il y avait une histoire douloureuse derrière ce comportement, et son instinct protecteur se réveillait pour la première fois depuis des années. « Amélie, regardez-moi » dit-il fermement mais avec gentillesse. Quand elle leva ses yeux verts baignés de larmes vers lui, Gabriel sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une émotion qu'il avait cru morte avec Isabelle. « Vous allez venir avec moi dans la cuisine et je vais vous préparer à manger » déclara Gabriel d'un ton qui n'admettait pas de discussion. « Mais monsieur, je ne peux pas » protesta faiblement Amélie. « Si, vous pouvez, et vous allez le faire » répondit-il en prenant délicatement son bras pour l'aider à se diriger vers la maison. « Cette maison est la vôtre maintenant, et dans ma maison, personne ne mange dans les poubelles. » Ils entrèrent par la porte de service qui donnait directement sur la cuisine. Gabriel alluma toutes les lumières et fit asseoir Amélie sur une chaise près de la grande table en bois. Elle était encore sous le choc et n'arrivait pas à croire que son nouveau patron ne l'avait pas renvoyée immédiatement. Elle s'attendait à tout moment à ce qu'il change d'avis et la mette dehors comme l'avaient fait les de Montclair. Gabriel ouvrit le réfrigérateur et en sortit des œufs, du jambon, du fromage et du pain frais. Ses gestes étaient sûrs et efficaces, comme s'il avait l'habitude de cuisiner, ce qui surprit Amélie qui pensait que les riches ne savaient pas se servir de leurs mains. « Je vais vous faire des œufs brouillés avec du jambon », dit Gabriel en cassant les œufs dans un bol. « C'est simple et nourrissant, exactement ce qu'il vous faut. » Pendant qu'il cuisinait, Amélie l'observait discrètement. C'était un homme grand et élégant, avec des cheveux bruns légèrement grisonnants sur les tempes et des yeux d'un bleu profond. Malgré sa richesse évidente, il n'avait rien d'arrogant ou de méprisant. Au contraire, il dégageait une tristesse tranquille qui résonnait avec la sienne. Quand il posa l'assiette fumante devant elle, Amélie hésita encore. « Monsieur, je ne sais pas si... » commença-t-elle. « Mangez » dit Gabriel en s'asseyant en face d'elle avec une tasse de café. « C'est un ordre de votre patron. » Il avait dit ça avec un petit sourire qui adoucissait ses paroles. Amélie prit une première bouchée timide, puis une deuxième, et bientôt elle dévora tout le contenu de l'assiette. C'était le meilleur repas qu'elle avait eu depuis des semaines. Non pas seulement parce que la nourriture était bonne, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un s'était soucié de son bien-être. Quand Amélie eut terminé, Gabriel lui servit un grand verre de lait et coupa une généreuse tranche de pain qu'il beurra soigneusement. « Maintenant, vous allez me raconter ce qui vous a amené à avoir si peur de manger dans ma cuisine, » dit-il calmement. Sa voix était patiente mais déterminée, comme s'il avait tout son temps pour l'écouter. Amélie sentit que cet homme était différent de tous ceux qu'elle avait rencontrés. Il y avait quelque chose de sincère dans ses yeux bleus, une bienveillance qui lui donnait envie de faire confiance. Lentement, entre 2 gorgées de lait, elle commença à raconter son histoire. Elle parla des de Montclair, de leur cruauté, de l'interdiction de manger, de la fausse accusation de vol et de son renvoi brutal. Gabriel l'écoutait sans l'interrompre, mais elle pouvait voir sa mâchoire se contracter de colère au fur et à mesure qu'elle parlait. Quand elle eut terminé, il resta silencieux quelques instants, puis posa sa main sur la sienne. « Amélie, cette époque est terminée. Ici, vous êtes en sécurité,
et plus jamais personne ne vous traitera comme ça. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Amélie, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement mélangées à une émotion qu'elle n'arrivait pas à identifier. La main de Gabriel sur la sienne était chaude et rassurante, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vraiment écoutée et comprise. « Je ne sais pas pourquoi vous êtes si gentil avec moi, » murmura-t-elle en essuyant ses yeux avec le mouchoir que Gabriel lui avait tendu. « Vous ne me connaissez même pas. » Gabriel retira doucement sa main et se leva pour aller chercher une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Il avait besoin de bouger, de faire quelque chose de ses mains pour calmer l'émotion qui montait en lui. L'histoire d'Amélie avait réveillé des sentiments qu'il pensait avoir enterrés avec Isabelle. « Vous savez, Amélie, » dit-il en revenant s'asseoir, « il y a 3 ans, j'ai moi aussi vécu une période très sombre. Ma femme Isabelle est morte d'un cancer, et pendant longtemps, j'ai eu l'impression que ma vie n'avait plus de sens. » Il parlait d'une voix calme, mais Amélie pouvait entendre la douleur qui se cachait derrière ses mots. « Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je ne vivais plus vraiment. Si Madame Rousseau n'avait pas été là pour prendre soin de moi, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » Gabriel se leva et marcha vers la fenêtre qui donnait sur les vignes baignées par la lumière de la lune. Isabelle adorait cette maison, ces vignes, cette vie qu'on avait construite ensemble. Quand elle est partie, j'ai voulu tout vendre, tout quitter, partir loin d'ici. Mais je n'y suis jamais arrivé. Quelque chose me retenait, comme si elle était encore là, quelque part dans ces murs. Il se retourna vers Amélie qui l'écoutait avec attention, touchée par la sincérité de ses confidences. « Ce que je veux dire, c'est que la souffrance, la solitude, je connais. Et quand j'ai vu quelqu'un d'autre en détresse, quelqu'un qui avait besoin d'aide, j'ai su que je devais agir. Peut-être parce qu'Isabelle aurait fait la même chose, ou peut-être parce que c'est simplement la chose à faire. » Amélie sentit son cœur se serrer en entendant Gabriel parler de sa femme décédée. Elle comprenait maintenant d'où venait cette tristesse qu'elle avait perçue dans ses yeux dès le premier regard. Cet homme avait connu l'amour véritable et l'avait perdu, ce qui expliquait sa compassion naturelle envers la souffrance des autres. « Monsieur Moreau, » commença Amélie timidement, « je suis désolée pour votre femme. Ça a dû être terrible. » Gabriel hocha la tête et revint s'asseoir face à elle. « Merci, Amélie. Oui, ça a été la période la plus difficile de ma vie. Mais vous savez quoi? Ce soir, en vous aidant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai eu l'impression d'être utile, d'avoir un but. » Il la regarda droit dans les yeux. « Alors c'est moi qui vous remercie. Sans que vous le sachiez, vous m'avez aidé aussi. » Ces mots touchèrent Amélie au plus profond de son être. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle pouvait être utile à quelqu'un, surtout pas à un homme aussi remarquable que Gabriel. « Maintenant, » continua Gabriel d'un ton plus ferme, « il faut qu'on parle de votre situation ici. Premièrement, vous n'êtes plus simplement une employée dans cette maison. Vous êtes mon invité. Et en tant qu'invité, vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin. La cuisine, le salon, la bibliothèque, les jardins, tout est à votre disposition. » Amélie ouvrit la bouche pour protester, mais Gabriel leva la main pour l'arrêter. « Deuxièmement, » poursuivit-il, « demain matin, nous irons en ville acheter tout ce dont vous avez besoin. Des vêtements, des affaires personnelles, tout ce qui vous fera plaisir. Et je ne veux pas entendre d'objection là-dessus. » Amélie était complètement dépassée par tant de générosité. « Mais monsieur, je ne peux pas accepter tout ça. C'est trop. Je ne mérite pas. » Gabriel l'interrompit doucement. « Amélie, arrêtez de dire que vous ne méritez pas. Bien sûr que vous méritez d'être traitée avec respect et gentillesse. Ce que vous ont fait subir ces gens à Paris était inhumain, et il faut que vous compreniez que ce n'était pas normal. » Il se pencha légèrement vers elle. « Vous êtes une femme intelligente, travailleuse et courageuse. Malgré tout ce que vous avez vécu, vous êtes restée debout. Vous avez continué à chercher du travail, à vous battre pour survivre. Ça, c'est de la force, et ça mérite d'être respecté. » Les joues d'Amélie s'empourprèrent sous les compliments. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça, avec tant de sincérité et de respect. Elle commençait à comprendre que Gabriel était un homme exceptionnellement bon et que sa rencontre avec lui était peut-être le tournant que sa vie attendait. « Troisièmement, » continua Gabriel avec un petit sourire, « votre chambre actuelle ne me convient pas. C'est trop petit pour quelqu'un qui va vivre ici de façon permanente. Je vais vous installer dans la suite d'amis au rez-de-chaussée. Elle a une belle vue sur les jardins et sa propre salle de bain. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Amélie n'en croyait pas ses oreilles. « Monsieur Moreau, c'est vraiment trop. Je ne suis qu'une... Vous n'êtes pas qu'une quoi que ce soit, » l'interrompit Gabriel fermement. « Vous êtes Amélie Dubois, et dans ma maison, Amélie Dubois est traitée comme elle le mérite. » Il se leva et alla ouvrir un placard d'où il sortit une clé. « Voici la clé de votre nouvelle chambre. Demain, on déménagera vos affaires.
Amélie prit la clé avec des mains tremblantes, encore sous le choc de ce revirement complet de situation. Quelques heures plus tôt, elle mangeait dans les poubelles, et maintenant on lui offrait une belle chambre et une nouvelle vie. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle d'une voix émue. « Vous n'avez pas à me remercier, répondit Gabriel. Contentez-vous d'être heureuse ici, c'est tout ce que je demande. » Gabriel montra à Amélie où se trouvait sa nouvelle chambre. C'était effectivement une belle suite, avec une grande fenêtre qui donnait sur les jardins éclairés par des lampadaires discrets. Le lit était large et confortable, les meubles en bois clair et l'ensemble dégageait une atmosphère chaleureuse et apaisante. « Cette chambre appartenait à ma belle-sœur quand elle venait nous rendre visite, » expliqua Gabriel. Isabelle l'avait décorée elle-même. Elle disait que c'était la chambre parfaite pour se reposer et réfléchir. Amélie caressa délicatement le couvre-lit en soie, impressionnée par la finesse des détails. « Elle avait beaucoup de goût, votre femme, » dit-elle avec sincérité. « Oui, elle avait un don pour rendre les espaces beaux et accueillants, » répondit Gabriel avec un sourire nostalgique. « Je pense qu'elle aurait aimé savoir que cette chambre sert à quelqu'un qui en a vraiment besoin. » Ils restèrent de quelques instants silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Amélie se demandait comment sa vie avait pu changer si radicalement en une seule soirée, tandis que Gabriel se surprenait à ressentir une chaleur dans sa poitrine qu'il n'avait plus connue depuis la mort d'Isabelle. « Bon, » dit finalement Gabriel en consultant sa montre, « il est déjà tard et vous devez être fatigué. Je vous laisse vous installer. Demain matin, je préparerai le petit déjeuner et nous discuterons de votre nouvelle routine ici. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Amélie, j'espère que vous comprenez que tout ce que je vous ai dit ce soir, je le pense vraiment. Vous êtes en sécurité ici, et vous le resterez aussi longtemps que vous le souhaiterez. » Sur ces mots, il sortit de la chambre en fermant doucement la porte derrière lui. Amélie resta seule dans sa nouvelle chambre, encore incrédule devant ce qui venait de se passer. Elle alla vers la fenêtre et regarda les vignes qui s'étendaient dans la nuit. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vraiment en sécurité. Elle pensa à Gabriel, à sa gentillesse, à la façon dont il l'avait regardée sans jugement ni mépris. Il y avait quelque chose de spécial chez cet homme, quelque chose qui la touchait profondément, sans qu'elle arrive à comprendre exactement quoi. Peut-être était-ce simplement le fait de rencontrer enfin quelqu'un de bon, après tant de méchanceté. Cette nuit-là, Amélie dormit d'un sommeil profond et réparateur pour la première fois depuis des semaines. Elle rêva qu'elle marchait dans les vignes sous le soleil, libre et heureuse, sans personne pour la juger ou l'humilier. Quand elle se réveilla le lendemain matin, elle mit quelques secondes à réaliser où elle était. Puis tout lui revint. Gabriel, leur conversation, sa nouvelle chambre, sa nouvelle vie qui commençait. Par la fenêtre, elle pouvait voir le soleil qui se levait sur les collines, dorant les vignes d'une lumière chaude et prometteuse. Pour la première fois depuis très longtemps, Amélie sourit en se levant. Elle avait l'impression qu'après un long hiver, le printemps arrivait enfin dans sa vie. Et tout ça grâce à un homme extraordinaire qui avait su voir au-delà des apparences et lui donner une seconde chance. Gabriel Moreau venait de changer sa vie et elle était déterminée à se montrer digne de sa confiance et de sa générosité. Les semaines qui suivirent cette soirée bouleversante furent les plus belles qu'Amélie avait vécues depuis des années. Gabriel avait tenu toutes ses promesses. Ils étaient allés faire du shopping à Lyon, où il avait insisté pour lui acheter une garde-robe complète, depuis les robes élégantes jusqu'aux vêtements de travail confortables. Amélie avait d'abord protesté devant tant de générosité, mais Gabriel avait balayé ses objections d'un geste de la main. « Considérez ça comme un investissement », avait-il dit avec un sourire. « Je veux que la personne qui s'occupe de ma maison soit bien habillée et se sente bien dans sa peau. » Mais au-delà des vêtements, c'était l'attention qu'il lui portait qui touchait le plus Amélie. Gabriel avait emmené chez un médecin pour s'assurer qu'elle n'avait pas de carences alimentaires dues à ses semaines de malnutrition. Le docteur avait prescrit des vitamines et conseillé une alimentation riche, ce que Gabriel s'était empressé de mettre en place en remplissant les placards de la cuisine de tous les produits recommandés. Il avait même engagé un coiffeur pour venir à domicile redonner de l'éclat aux cheveux ternis d'Amélie. Quand elle s'était regardée dans le miroir après cette transformation, elle avait eu du mal à se reconnaître. Au fil des jours, une routine douce et agréable s'était installée entre eux. Gabriel travaillait principalement depuis son bureau à la maison, gérant ses affaires viticoles par téléphone et ordinateur. Amélie s'occupait de l'entretien de la propriété, mais Gabriel avait considérablement allégé ses tâches. « Cette maison est trop grande pour une seule personne, » lui avait-il dit. « Concentrez-vous sur les pièces que nous utilisons vraiment. » Elle avait donc pris l'habitude de nettoyer le salon principal, la cuisine, le bureau de Gabriel
et les chambres occupées, laissant le reste de la maison pour un nettoyage hebdomadaire plus léger. Mais ce qui rendait ces journées spéciales, c'étaient les moments qu'ils passaient ensemble. Gabriel avait découvert qu'Amélie était passionnée de lecture, un goût qu'elle avait dû cacher chez les de Montclair, qui considéraient que les domestiques n'avaient pas à se cultiver. « Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez », lui avait-il dit en lui montrant sa bibliothèque impressionnante. Isabelle aussi adorait lire. Elle disait toujours que les livres étaient les meilleurs compagnons qu'on puisse avoir. Un matin, Gabriel trouva Amélie dans la bibliothèque, perchée sur l'escabeau pour atteindre un livre sur une étagère haute. Elle portait une robe bleu marine qu'il lui avait achetée et ses cheveux maintenant brillants étaient attachés en chignon lâche. Quelques mèches s'échappaient et encadraient son visage concentré. Gabriel s'arrêta sur le seuil, frappé par sa beauté naturelle et par la grâce de ses gestes. « Qu'est-ce que vous cherchez ?» demanda-t-il en s'approchant. Amélie sursauta légèrement et manqua de perdre l'équilibre. Gabriel tendit instinctivement les bras pour la stabiliser et pendant quelques secondes, ils se retrouvèrent très proches l'un de l'autre. Amélie sentit son cœur s'accélérer à ce contact et Gabriel fut troublé par le parfum délicat qui émanait de ses cheveux. « Je cherchais les œuvres de Victor Hugo, » dit-elle en rougissant. « J'ai toujours rêvé de lire Les Misérables en entier, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. » Gabriel sourit et attrapa facilement le livre qu'elle convoitait. Excellent choix. C'était l'un des préférés d'Isabelle aussi. Elle disait que Hugo savait parler de la misère humaine avec tant de beauté que ça donnait de l'espoir même dans les moments les plus sombres. À partir de ce jour, Gabriel prit l'habitude de retrouver Amélie dans la bibliothèque en fin d'après-midi. Ils discutaient des livres qu'elle lisait et Gabriel découvrait avec surprise l'intelligence et la sensibilité de cette femme qu'il avait d'abord prise pour une simple employée de maison. Amélie avait des opinions réfléchies sur les romans qu'elle dévorait. Elle posait des questions pertinentes et faisait des observations qui surprenaient Gabriel par leur justesse. « Vous n'avez jamais pensé à faire des études ?» lui demanda-t-il un jour, alors qu'elle venait de terminer une analyse brillante d'un roman de Balzac. Amélie baissa les yeux, soudain gênée. « J'étais bonne élève au lycée, mais quand mes parents sont morts dans cet accident de voiture, j'ai dû abandonner mes études pour travailler. J'avais 18 ans et aucune famille pour m'aider. » Gabriel sentit une vague de tristesse l'envahir en pensant à tous les rêves qu'Amélie avait dû abandonner. « Quel genre d'études vous intéressait ?» insista-t-il. « La littérature française, » répondit-elle avec un sourire nostalgique. « Je rêvais de devenir professeur ou peut-être bibliothécaire. J'aimais l'idée de partager ma passion pour les livres avec d'autres. » Ces conversations dans la bibliothèque devinrent rapidement le moment préféré de Gabriel dans sa journée. Il se surprenait à attendre avec impatience l'heure où il pourrait retrouver Amélie et découvrir quel livre elle était en train de lire. Un soir, alors qu'il discutait d'un recueil de poèmes de Baudelaire, Gabriel réalisa qu'il était en train de regarder Amélie avec une attention qui dépassait celle qu'on porte à une simple employée ou même une amie, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de quelque chose qui la passionnait, ses gestes gracieux quand elle tournait les pages, le petit sourire qui naissait sur ses lèvres quand elle tombait sur un passage qui l'émouvait. Tout cela le troublait d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort d'Isabelle. Cette prise de conscience le déstabilisa profondément. Avait-il le droit de ressentir des sentiments pour une autre femme? N'était-ce pas une trahison envers la mémoire de sa femme? Et surtout, était-il en train de profiter de la situation de vulnérabilité d'Amélie? Gabriel commença aussi à inviter Amélie à prendre ses repas avec lui. Au début, elle avait refusé, trouvant que ce n'était pas sa place, mais Gabriel avait insisté. « Cette grande table est bien trop grande pour une seule personne, » avait-il dit. « Et puis, j'aime notre conversation. Ça me change de manger seul en silence. » Les dîners devinrent des moments d'intimité croissante, où ils apprenaient à se connaître vraiment. Gabriel raconta son enfance dans une famille bourgeoise de Lyon, ses études de commerce, la façon dont il avait repris l'exploitation viticole familiale et l'avait développée. Il parla aussi d'Isabelle, de leur rencontre à l'université, de leur mariage heureux, de leur projet d'avoir des enfants qui ne s'étaient jamais concrétisés à cause de la maladie. Amélie écoutait avec attention, touchée par la confiance qu'il lui accordait. Elle partagea aussi ses souvenirs d'enfance, parlant de ses parents aimants qui lui avaient transmis l'amour des livres, de sa scolarité brillante brutalement interrompue, et bien sûr de ses années difficiles comme domestique à Paris. Ces échanges créaient entre eux une complicité de plus en plus forte. Un dimanche après-midi de printemps, Gabriel proposa à Amélie de faire une promenade dans les vignes. « J'aimerais vous montrer notre domaine, dit-il. Vous vivez ici depuis 2 mois maintenant,
mais vous n'avez jamais vraiment eu l'occasion de le découvrir. Ils descendirent ensemble les sentiers qui serpentaient entre les rangs de vignes. Gabriel expliquait les différents cépages, les techniques de culture, l'importance du terroir dans la qualité du vin. Amélie l'écoutait avec fascination, posant 1000 questions sur ce monde qu'elle ne connaissait pas. « Vous savez, dit Gabriel en s'arrêtant devant un panorama magnifique qui dominait toute la vallée. Isabelle adorait cet endroit. Elle disait que c'était ici qu'elle se sentait le plus proche de Dieu. » Amélie regarda le paysage qui s'étendait devant eux, les collines ondulantes couvertes de vignes, les petits villages perchés au loin, le ciel d'un bleu parfait parsemé de nuages blancs. « Je comprends pourquoi, » murmura-t-elle. « C'est d'une beauté à couper le souffle. » Gabriel la regarda de profil, admirant la façon dont le soleil faisait briller ses cheveux et donnait à sa peau un éclat doré. « Oui, dit-il doucement, c'est vraiment beau. » Mais Gabriel ne regardait plus le paysage. Il regardait Amélie, et pour la première fois depuis des mois, il se sentait vraiment vivant. Cette femme qui était entrée dans sa vie par hasard était en train de la transformer de façon subtile, mais profonde. Grâce à elle, sa maison résonnait à nouveau de rires et de conversations. Grâce à elle, ses journées avaient retrouvé un rythme, un sens, une joie qu'il avait cru perdue à jamais. Il commençait à comprendre qu'Amélie n'était plus seulement son employée ou son invitée. Elle était en train de devenir quelqu'un d'essentiel dans sa vie, quelqu'un dont la présence lui était devenue indispensable. Et cette réalisation l'effrayait autant qu'elle l'enchantait. Sur le chemin du retour, ils marchèrent côte à côte en silence, chacun perdu dans ses pensées. Amélie se demandait si les sentiments qu'elle commençait à ressentir pour Gabriel étaient appropriés, compte tenu de leur situation. Gabriel, lui, se demandait s'il avait le droit de laisser son cœur s'ouvrir à nouveau, et surtout si Amélie pourrait un jour voir en lui autre chose qu'un bienfaiteur généreux. Ni l'un ni l'autre n'osait encore mettre des mots sur ce qui était en train de naître entre eux, mais l'attraction était là, palpable et grandissante. Le bonheur tranquille qui s'était installé entre Gabriel et Amélie fut brutalement perturbé un matin de mai. Amélie était en train d'arroser les fleurs du jardin quand elle entendit le bruit d'une voiture qui remontait l'allée. Par curiosité, elle jeta un coup d'œil et son sang se glaça dans ses veines. Une Mercedes noire venait de se garer devant la maison et elle reconnut immédiatement les silhouettes qui en descendaient. Monsieur et Madame de Montclair, accompagnés de leur fille Charlotte. Amélie laissa tomber l'arrosoir et courut se cacher derrière la serre, le cœur battant à tout rompre. Que faisait-il ici? Comment avait-il su où la trouver? Gabriel était dans son bureau en train de passer des appels importants et Amélie ne savait pas si elle devait aller le prévenir ou rester cachée en espérant qu'il repartirait sans la voir. Malheureusement, Madame de Montclair avait déjà sonné à la porte d'entrée et Gabriel, intrigué par cette visite inattendue, était allé ouvrir. Amélie entendait leur voix depuis sa cachette, mais ne distinguait pas les mots. Au bout de quelques minutes qui lui parurent des heures, elle vit Gabriel sortir de la maison et se diriger vers elle d'un pas décidé. « Amélie », dit-il d'une voix calme, mais où elle percevait une colère contenue. « Il y a des gens qui prétendent vous connaître et qui aimeraient vous parler. Voulez-vous que je leur dise de partir ?» Amélie sortit de sa cachette, les jambes tremblantes. « Non, monsieur Gabriel, je dois affronter cette situation, mais vous pourriez rester avec moi ? Je ne me sens pas capable de leur faire face toute seule. » Gabriel posa une main rassurante sur son épaule. « Bien sûr, je reste avec vous. Et appelez-moi Gabriel, s'il vous plaît. Nous avons dépassé le stade des formalités depuis longtemps. » Ils se dirigèrent ensemble vers la maison où les de Montclair les attendaient dans le salon principal. Amélie fut frappée de voir à quel point il paraissait déplacé dans l'élégance naturelle de la maison de Gabriel. Madame de Montclair, toujours aussi maigre et acide, portait un tailleur rose criard qui jurait avec le décor raffiné. Monsieur de Montclair, rouge et transpirant, semblait mal à l'aise dans son costume trop serré. Quant à Charlotte, elle examinait les œuvres d'art avec une convoitise mal dissimulée. « Amélie !» s'exclama Madame de Montclair d'une voix faussement joyeuse. « Comme nous sommes contents de vous avoir retrouvés, nous étions si inquiets après votre départ précipité. » Gabriel sentit immédiatement l'hypocrisie qui suintait de cette femme. La façon dont Amélie s'était raidie à côté de lui, dont elle avait pâli et dont ses mains tremblaient légèrement, lui confirmait que ces gens étaient bien ceux qui l'avaient maltraité. « Monsieur de Montclair, je présume ?» dit Gabriel d'un ton poli mais froid. « Je suis Gabriel Moreau, le propriétaire de cette maison. Amélie m'a raconté les circonstances de son départ de chez vous. J'avoue que votre version des faits m'intéresse. » Monsieur de Montclair eut un rire gêné. « Ah, monsieur Moreau, j'espère qu'Amélie ne vous a pas raconté d'histoire. Vous savez ce que c'est?
Les jeunes filles ont tendance à dramatiser les choses. Gabriel croisa les bras et fixa l'homme avec un regard glacial. « Vraiment? Et que s'est-il passé exactement selon votre version ?» Madame de Montclair prit la parole avant que son mari puisse répondre. « Eh bien, Amélie a eu quelques difficultés à s'adapter à nos règles de maison. Elle était, comment dire, un peu trop familière avec nos affaires personnelles. » Le sous-entendu était clair, et Gabriel sentit la colère monter en lui. « Maman !» intervint Charlotte avec un sourire mauvais. « Dis-lui pour la bague. » Amélie ferma les yeux, sachant ce qui allait suivre. « Ah oui !» dit Madame de Montclair en prenant un air affligé. « Nous avons découvert qu'Amélie avait pris une bague de famille, une pièce de grande valeur sentimentale. Bien sûr, nous n'avons pas porté plainte par bonté d'âme, mais nous avons préféré nous séparer d'elle. » Gabriel regarda Amélie qui avait les larmes aux yeux, puis se tourna vers les de Montclair avec un mépris non dissimulé. « Cette bague que Charlotte avait cachée derrière la cuisinière pour piéger Amélie, vous voulez dire ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Charlotte devint rouge comme une pivoine. Madame de Montclair ouvrit et ferma la bouche comme un poisson, et Monsieur de Montclair commença à bégayer des excuses incohérentes. « Comment savez-vous » balbutia Charlotte. « Parce qu'Amélie m'a tout raconté, » répondit Gabriel d'une voix tranchante. « Et contrairement à vous, Amélie ne ment pas. » Il fit un pas vers eux, imposant malgré sa politesse de façade. « Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous voulez vraiment. » La véritable raison de leur visite fut rapidement révélée. Les de Montclair avaient appris par des connaissances communes que Gabriel Moreau était un homme très riche et influent dans la région. Ils espéraient pouvoir ternir sa réputation en racontant qu'il hébergeait une voleuse, ou mieux encore obtenir de l'argent en échange de leur silence. « Voyez-vous, monsieur Moreau, » dit monsieur de Montclair en retrouvant un peu de sa superbe, « nous nous faisons du souci pour votre réputation. Si les gens apprenaient que vous employez quelqu'un d'aussi peu recommandable qu'Amélie, » Gabriel l'interrompit d'un geste sec. « Sortez de chez moi, maintenant. » Sa voix était si froide et autoritaire que les trois visiteurs eurent un mouvement de recul. « Mais monsieur Moreau, » commença madame de Montclair. « J'ai dit sortez, » répéta Gabriel en se dirigeant vers la porte. « Et si jamais j'apprends que vous avez dit quoi que ce soit contre Amélie, si jamais vous la harcelez encore, je vous promets que vous aurez affaire à mes avocats. Et croyez-moi, ils sont excellents. » Les de Montclair comprirent qu'ils avaient perdu la partie. Ils sortirent de la maison la tête basse, sous le regard méprisant de Gabriel, qui les accompagna jusqu'à leur voiture. Quand Gabriel revint au salon, il trouva Amélie effondrée sur le canapé, en larmes. « Je suis désolé, » sanglotait-elle. « Je suis désolé de vous avoir menti, de vous avoir caché qui j'étais vraiment. Vous devez penser que je suis une menteuse comme eux le disent. » Gabriel s'assit à côté d'elle et la prit doucement dans ses bras. « Amélie, regardez-moi. » Quand elle leva ses yeux rougis vers lui, Gabriel y vit tant de douleur et de honte qu'il sentit son cœur se serrer. « Vous ne m'avez jamais menti. Vous m'avez raconté exactement ce qui s'était passé. Et même si vous aviez vraiment volé cette bague, ce qui n'est évidemment pas le cas, ça ne changerait rien à ce que je ressens pour vous. » Ces derniers mots échappèrent à Gabriel avant qu'il puisse les retenir. Amélie le regarda avec surprise. « Ce que vous ressentez pour moi ?» Gabriel réalisa qu'il venait de révéler plus qu'il ne l'avait voulu, mais il était trop tard pour reculer. « Oui, Amélie, ces derniers mois, vous êtes devenue très importante pour moi. Plus importante que je ne l'aurais imaginé. » L'atmosphère dans le salon changea soudainement. La tension causée par la visite des de Montclair laissa place à quelque chose de plus intime, de plus troublant. Amélie sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre que Gabriel pouvait l'entendre. « Gabriel, » murmura-t-elle, « je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais vous êtes devenu important pour moi aussi, plus qu'important. » Ils étaient ainsi proches l'un de l'autre sur le canapé que Gabriel pouvait sentir le parfum délicat de ses cheveux. Ses yeux descendirent vers les lèvres d'Amélie et pendant un instant, il eut envie de l'embrasser. Mais quelque chose le retint. « Amélie, » dit-il en s'éloignant légèrement, « je ne veux pas profiter de votre vulnérabilité. Vous avez vécu tellement de choses difficiles. Et moi, je suis votre employeur. Ce ne serait pas correct. » Amélie posa sa main sur la joue de Gabriel, un geste d'une tendresse infinie. « Gabriel, vous ne profitez de rien du tout. Vous m'avez sauvé, vous m'avez rendu ma dignité, vous m'avez montré ce que c'était d'être respecté et valorisé. Si je ressens quelque chose pour vous, c'est parce que vous le méritez, pas par reconnaissance. » À ce moment-là, le téléphone sonna, brisant le charme de l'instant. Gabriel alla répondre et Amélie entendit une conversation animée. Quand il revint, son visage était sombre. « C'était mon avocat, dit-il.
Apparemment, les de Montclair sont allés directement chez le notaire du village pour poser des questions sur moi et sur vous. Ils ont aussi parlé à plusieurs commerçants, essayant de répandre des rumeurs. Amélie sentit la culpabilité l'envahir. « Gabriel, je ne peux pas vous laisser subir ça à cause de moi. Je vais partir, trouver du travail ailleurs. »« Il n'en est pas question, » l'interrompit Gabriel fermement. « Vous ne partirez nulle part. Nous allons affronter cette situation ensemble. » Il prit les mains d'Amélie dans les siennes. « De toute façon, il y a quelque chose que vous devez savoir sur votre passé. Mon avocat a fait quelques recherches après votre arrivée ici, juste par précaution. Il a découvert des choses intéressantes sur votre famille. » Amélie le regarda avec surprise. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Gabriel sourit mystérieusement. « Il s'avère que votre père, Henri Dubois, n'était pas seulement un employé de bureau comme vous le pensiez. C'était le fils illégitime du comte de Beaumont. Votre grand-père était un noble, Amélie. Vous avez du sang aristocratique dans les veines. » Cette révélation laissa Amélie sans voix. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa famille, sur ses origines, sur sa place dans le monde, venait d'être remis en question. « Mais comment est-ce possible ?» balbutia-t-elle. « Mes parents ne m'ont jamais parlé de ça. » Gabriel lui tendit un dossier que son avocat avait préparé. « Apparemment, votre grand-père a reconnu votre père sur son lit de mort, mais trop tard pour qu'il hérite du titre. Cependant, votre père avait droit à une partie de l'héritage familial. Cet argent a été placé dans un fonds fiduciaire qui vous revient maintenant que vous avez 23 ans. » Amélie ouvrit le dossier avec des mains tremblantes et découvrit des documents qui confirmaient les dires de Gabriel. Il y avait même une photo de son grand-père, un homme élégant qui lui ressemblait étonnamment. « Cela signifie, » continua Gabriel avec un sourire, « que vous n'êtes pas la pauvre orpheline que les de Montclair ont maltraitée. Vous êtes Amélie de Beaumont-du-Bois, héritière d'une lignée noble et d'une fortune considérable. » Cette révélation changeait tout, et ils le savaient tous les deux. Amélie n'était plus dans une situation de dépendance vis-à-vis de Gabriel. Elle avait désormais les moyens de choisir sa vie librement. La révélation concernant les origines nobles d'Amélie aurait dû être une source de joie, mais elle créa paradoxalement une tension inattendue entre elle et Gabriel. Dans les jours qui suivirent, Amélie se montra de plus en plus distante, comme si cette nouvelle identité créait un mur invisible entre eux. Gabriel ne comprenait pas ce changement d'attitude et commençait à s'inquiéter. Il avait pensé que cette découverte libérerait Amélie de ses complexes d'infériorité, mais au contraire, elle semblait plus troublée que jamais. « Amélie, » dit-il un matin en la trouvant sur la terrasse, regardant les vignes d'un air songeur, « vous semblez préoccupée depuis quelques jours. Cette histoire de votre famille vous pose-t-elle des problèmes ?» Amélie se tourna vers lui avec un sourire forcé. « Non, Gabriel, tout va bien. C'est juste que c'est beaucoup à digérer. » Mais Gabriel sentait qu'il y avait autre chose. La spontanéité de leur conversation avait disparu, remplacée par une politesse qui lui rappelait douloureusement les premiers jours après son arrivée. Il avait l'impression qu'Amélie était en train de lui échapper, et cette idée le terrifiait plus qu'il ne voulait l'admettre. La situation empira quand Céleste, la sœur cadette de Gabriel, débarqua à l'improviste un mercredi après-midi. Céleste était une femme de 30 ans, élégante et sophistiquée, qui travaillait comme consultante en relations publiques à Paris. Elle avait toujours eu un avis sur tout, surtout sur la vie de son frère, et depuis la mort d'Isabelle, elle s'était mise en tête de lui trouver une nouvelle épouse convenable. Quand elle découvrit la présence d'Amélie dans la maison, son attitude changea immédiatement. « Gabriel, dit-elle lors du dîner qu'ils partagèrent tous les trois, « je ne savais pas que tu avais engagé une nouvelle gouvernante si jeune. » Le ton qu'elle employait pour prononcer le mot « jeune » était chargé de sous-entendus malveillants. Gabriel sentit la tension monter. « Amélie n'est pas seulement une gouvernante, Céleste. C'est une amie qui vit ici. » Céleste lança un regard perçant à Amélie, qui se contentait de manger en silence, visiblement mal à l'aise. « Une amie ? Comme c'est moderne. Et dis-moi, cette amie a-t-elle des références solides ? Parce que tu sais, Gabriel, avec ta position sociale, tu ne peux pas te permettre de fréquenter n'importe qui. » Amélie sentit le sang lui monter aux joues devant cette humiliation publique. Malgré sa récente découverte concernant ses origines nobles, elle se sentait redevenir la petite employée de maison méprisée qu'elle avait été chez les de Montclair. « Excusez-moi, dit-elle en se levant brusquement de table. Je crois que je ne me sens pas très bien. Je vais aller me reposer. » Gabriel voulut se lever pour la suivre, mais Céleste posa une main ferme sur son bras. « Laisse-la partir, Gabriel. Il faut qu'on parle, toi et moi. » Une fois seule, Céleste ne prit pas de gants. « Gabriel, qu'est-ce qui te prend ? Cette fille a clairement des vues sur toi et sur ta fortune.
Tu ne vois donc pas qu'elle joue la comédie de la demoiselle en détresse pour t'attendrir » Gabriel sentit la colère exploser en lui. « Céleste, tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Amélie n'est pas comme ça. » Mais sa sœur continuait, implacable. « Réveille-toi, Gabriel. Une ancienne domestique qui débarque dans ta vie avec une histoire tragique, qui refuse d'abord tes cadeaux pour mieux te faire fondre le cœur, et maintenant tu découvres miraculeusement qu'elle a des origines nobles. Tu ne trouves pas ça un peu trop pratique ?» Ces mots firent l'effet d'un poison dans l'esprit de Gabriel. Non pas qu'il croyait vraiment sa sœur, mais le doute qu'elle semait réveillait ses propres peurs. Et si Amélie était effectivement en train de jouer un rôle? Et si ses sentiments n'étaient pas sincères? De plus, continua Céleste, les gens commencent à parler en ville. On dit que tu héberges une ancienne voleuse, que ta réputation en souffre. Tu penses vraiment qu'Isabelle aurait approuvé ça? Cette mention d'Isabelle toucha Gabriel au cœur. Depuis qu'Amélie était entrée dans sa vie, il avait eu l'impression de trahir la mémoire de sa femme en ressentant des sentiments pour une autre. « Tu as peut-être raison, » murmura-t-il soudain épuisé. « Peut-être que je me laisse emporter par je ne sais pas quoi. » Céleste sourit, satisfaite d'avoir planté ses graines de doute. « Gabriel, tu es un homme bon, trop bon parfois. Cette fille profite de ta générosité. Il faut que tu mettes de la distance avant que ça aille trop loin. » Cette nuit-là, Gabriel ne dormit pas, tourmenté par les paroles de sa sœur et par ses propres incertitudes concernant ses sentiments pour Amélie. Le lendemain matin, l'attitude de Gabriel envers Amélie avait changé. Il était poli mais distant, évitait les moments d'intimité qu'il partageait habituellement et ne lui proposait plus de prendre ses repas avec lui. Amélie remarqua immédiatement ce changement et en fut profondément blessée. Elle se dit que les paroles de Céleste avaient dû faire leur effet et que Gabriel commençait à réaliser qu'elle n'était pas à sa place dans sa vie. Céleste, de son côté, ne perdait pas une occasion de glisser des remarques acides. « Amélie, ma chère, vous devriez vraiment penser à votre avenir, » dit-elle un jour en la croisant dans le couloir. « Maintenant que vous avez découvert votre héritage, vous pourriez vous installer quelque part et refaire votre vie. Il ne faut pas s'éterniser chez les gens, même les plus généreux. » Le message était clair. Elle n'était pas la bienvenue. Amélie commençait à se demander si elle n'était pas effectivement en train d'abuser de la bonté de Gabriel. Peut-être que sa présence lui rappelait trop douloureusement qu'il était en train d'oublier Isabelle. Peut-être qu'elle s'était fait des illusions sur ses sentiments. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva lors d'une soirée où Gabriel avait invité des amis viticulteurs. Céleste avait organisé cette réception pour remettre Gabriel dans le bain social, comme elle disait. Amélie n'était pas conviée, bien sûr, mais elle entendait les rires et les conversations depuis sa chambre. À un moment, elle descendit discrètement à la cuisine pour chercher un verre d'eau et entendit une partie de la conversation du salon. « Gabriel, mon vieux, » disait un homme avec un rire gras, « Céleste nous a dit que tu hébergeais une jolie protégée. Quand est-ce qu'on va la rencontrer ?» Gabriel répondit d'une voix gênée, « Pierre, ce n'est pas ce que tu crois. Amélie est juste une employée qui traverse une période difficile. » Ces mots frappèrent Amélie comme une gifle. Juste une employée. Après tous ces moments partagés, toutes ces conversations intimes, tous ces regards complices, elle n'était toujours que ça pour lui. Elle remonta dans sa chambre, le cœur brisé, et prit une décision qui lui coûtait énormément. Elle allait partir. Le lendemain matin, très tôt, avant que Gabriel ne soit levé, Amélie prépara ses affaires en silence. Elle laissa une lettre sur la table de la cuisine et sortit de la maison sans se retourner. Dans sa lettre, elle expliquait qu'elle avait décidé de partir pour commencer sa nouvelle vie avec l'héritage de sa famille. Elle remerciait Gabriel pour tout ce qu'il avait fait pour elle, mais écrivait qu'elle ne voulait plus être un fardeau ou une source de problèmes pour lui. « Vous méritez d'être heureux », avait-elle écrit, « et je ne crois pas être la personne qui peut vous apporter ce bonheur. Prenez soin de vous et merci pour tout, Amélie. » Elle marcha jusqu'au village dans le petit matin frais avec pour seul bagage le sac qu'elle avait en arrivant et l'adresse d'un petit hôtel à Lyon que lui avait donné Madame Rousseau. Elle ne se retourna qu'une seule fois au sommet de la colline pour regarder une dernière fois la propriété où elle avait été si heureuse. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle était convaincue de faire la bonne chose. Gabriel découvrit la lettre en descendant prendre son petit déjeuner. En la lisant, il sentit son monde s'écrouler. Il n'avait pas réalisé à quel point Amélie était devenue essentielle à sa vie jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. La maison semblait soudain vide et froide, comme si elle avait emporté toute la chaleur avec elle. Il courut dehors, espérant la rattraper, mais elle était déjà partie depuis trop longtemps. « Céleste !» cria-t-il en remontant vers la maison. Sa sœur apparut sur la terrasse, encore en peignoir. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle avec une innocence feinte.
Amélie est partie, et c'est ta faute avec tes insinuations et tes méchancetés. Céleste haussa les épaules. Gabriel, calme-toi, c'est mieux comme ça. Maintenant tu vas pouvoir refaire ta vie correctement. Mais Gabriel la regardait avec un mélange de colère et de dégoût. Tu ne comprends rien, Céleste. Amélie. Amélie, c'était la première personne qui me faisait sentir vivant depuis la mort d'Isabelle. Et toi, tu as tout détruit. Gabriel passa les jours suivants dans un état proche de la dépression. Il ne travaillait plus, ne mangeait presque plus, et passait ses journées à arpenter la maison en pensant à Amélie. Chaque objet, chaque pièce lui rappelait sa présence. La bibliothèque où ils passaient leurs après-midi, la cuisine où il lui avait préparé son premier vrai repas, la terrasse où ils discutaient en regardant les vignes, tout était imprégné de ses souvenirs. Madame Rousseau, qui était revenue après le départ de Céleste, essayait de le consoler. « Monsieur Gabriel, pourquoi n'allez-vous pas la chercher? Si vous l'aimez vraiment, battez-vous pour elle. » Mais Gabriel était paralysé par la peur. Et si Amélie était partie parce qu'elle ne ressentait rien pour lui? Et si elle était soulagée d'avoir enfin une excuse pour quitter cette situation inconfortable? Il se torturait l'esprit avec 1000 questions et 1000 doutes, incapable de prendre une décision. Pendant ce temps, à Lyon, Amélie vivait les mêmes tourments. Elle avait trouvé un petit appartement grâce à son héritage, mais rien n'arrivait à combler le vide que Gabriel avait laissé dans sa vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ d'Amélie, et Gabriel sombrait de plus en plus dans une mélancolie profonde. Il avait cessé de s'occuper de ses affaires, laissant son assistant gérer les urgences, et passait ses journées aérées dans sa propriété comme une âme en peine. Madame Rousseau le regardait dépérir avec inquiétude, lui préparant des repas qu'il touchait à peine. Un matin, elle n'y tint plus et décida de prendre les choses en main. « Monsieur Gabriel, » dit-elle en entrant dans son bureau où il restait assis sans rien faire, « ça suffit maintenant. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. » Gabriel leva vers elle des yeux cernés et tristes. « Madame Rousseau, je ne sais plus quoi faire. J'ai tout gâché avec Amélie. Elle est partie et c'est ma faute. » La vieille gouvernante s'assit en face de lui avec la familiarité que lui donnaient ses années de service. « Monsieur Gabriel, j'ai bien connu votre épouse Isabelle. C'était une femme généreuse et aimante, qui voulait votre bonheur par-dessus tout. Croyez-vous vraiment qu'elle voudrait vous voir vous détruire comme ça ?» Gabriel secoua la tête, incapable de parler, tant l'émotion l'étreignait. « Isabelle m'a dit quelque chose avant de mourir, » continua Madame Rousseau doucement. « Elle m'a fait promettre de veiller à ce que vous ne restiez pas seul toute votre vie. Elle voulait que vous retrouviez l'amour, que vous soyez heureux à nouveau. » Ces révélations bouleversèrent Gabriel. Il avait toujours pensé qu'aimer quelqu'un d'autre serait une trahison envers Isabelle, mais si elle-même avait souhaité qu'il refasse sa vie, « Mais Amélie ne reviendra jamais, » murmura-t-il. « J'ai été si froid avec elle ces derniers jours, si distant. Elle a dû penser que je ne ressentais rien pour elle. » Madame Rousseau sourit avec malice. « Monsieur Gabriel, les femmes ne partent pas comme ça quand elles n'ont pas de sentiments. Si Amélie est partie, c'est parce qu'elle souffrait autant que vous. Une femme indifférente serait restée pour profiter de votre générosité. » Elle se leva et posa une main affectueuse sur l'épaule de Gabriel. « Allez la chercher, monsieur Gabriel. Battez-vous pour votre bonheur et pour le sien. Et si vous ne savez pas par où commencer, j'ai peut-être une idée. » Gabriel releva la tête avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Quelle idée ?» Madame Rousseau lui tendit une adresse griffonnée sur un papier. Amélie m'avait demandé l'adresse de l'église Sainte-Marie à Lyon. Elle voulait aller se recueillir sur la tombe de ses parents. J'ai appelé le curé ce matin, elle y va tous les jours vers 18 heures. Cette information galvanisa Gabriel. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentait capable d'agir. Il se doucha, se rasa, mit ses plus beaux vêtements et prit sa voiture direction Lyon. En route, il s'arrêta chez un fleuriste pour acheter un énorme bouquet de roses blanches, les fleurs préférées d'Amélie qu'il avait découvertes lors de leur promenade dans le jardin. Il arriva à l'église Sainte-Marie vers 17h30 et attendit dans sa voiture, le cœur battant. Quand il vit la silhouette familière d'Amélie remonter l'allée du cimetière, il sentit ses jambes trembler. Elle portait une robe noire simple et ses cheveux flottaient librement sur ses épaules. Même de loin, il pouvait voir qu'elle avait maigri et que son visage reflétait la même tristesse que la sienne. Il la suivit discrètement jusqu'à une tombe modeste où étaient gravés les noms Henri et Marie Dubois. Amélie s'agenouilla devant la pierre tombale, et Gabriel l'entendit murmurer « Papa, maman, j'ai trouvé quelqu'un de bien, quelqu'un qui me rendait heureuse, mais j'ai tout gâché, je ne sais plus quoi faire. » Sa voix se brisa, et elle commença à pleurer. Gabriel n'y tint plus. Il s'approcha doucement et posa le bouquet de roses sur la tombe. « Amélie, dit-il d'une voix douce,
Elle sursauta et se retourna, les yeux rougis par les larmes. « Gabriel, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il s'agenouilla à côté d'elle, sans se soucier de salir son pantalon sur le gravier. « Je vous cherche depuis 3 semaines. Je suis venu vous dire que j'ai été le plus grand idiot de la terre. » Amélie secoua la tête. « Non, Gabriel, c'est moi qui me suis fait des illusions. Vous aviez raison de prendre vos distances. Je ne suis qu'une ancienne domestique qui... » Gabriel l'interrompit en posant un doigt sur ses lèvres. « Taisez-vous, Amélie. Vous n'êtes pas qu'une ancienne domestique. Vous êtes la femme qui a ramené la joie dans ma vie, qui a illuminé ma maison sombre, qui m'a fait comprendre qu'on pouvait aimer 2 fois dans une vie sans trahir le premier amour. » Les yeux d'Amélie s'emplirent de nouvelles larmes, mais cette fois c'étaient des larmes d'espoir. « Gabriel, est-ce que vous voulez dire que... » « Je veux dire que je vous aime, Amélie Dubois. Je vous aime de tout mon cœur, et ces 3 semaines sans vous ont été l'enfer. » Gabriel prit les mains d'Amélie dans les siennes. « J'ai laissé ma sœur planter des doutes dans mon esprit. J'ai eu peur de mes propres sentiments. J'ai cru que c'était une trahison envers Isabelle. Mais Madame Rousseau m'a fait comprendre qu'Isabelle elle-même aurait voulu que je sois heureux. » Il regarda la tombe des parents d'Amélie. « Monsieur et Madame Dubois, je vous demande la permission d'aimer votre fille et de la rendre heureuse pour le reste de ma vie. » Amélie éclata en sanglots et se jeta dans les bras de Gabriel. « Moi aussi je vous aime, Gabriel. J'ai essayé de vous oublier, mais c'était impossible. Vous êtes dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes rêves. » Ils restèrent enlacés pendant de longues minutes, savourant ces retrouvailles qu'ils avaient crues impossibles. Quand ils se séparèrent enfin, Gabriel plongea la main dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours. « Amélie, dit-il en s'agenouillant sur un genou, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous devenir ma femme et partager ma vie ?» Amélie regarda l'écrin avec incrédulité. À l'intérieur scintillait une bague de fiançailles magnifique, un solitaire entouré de petits diamants. « Gabriel, c'est vraiment ce que vous voulez? C'est tout ce que je veux au monde, répondit-il avec ferveur. « Oui, murmura Amélie, la voix étranglée par l'émotion. « Oui, Gabriel, je veux vous épouser. » Gabriel glissa la bague à son doigt et l'embrassa pour la première fois. Ce baiser était doux et tendre, chargé de tout l'amour qu'ils avaient retenu pendant des mois. Quand ils se séparèrent, ils avaient tous les deux les larmes aux yeux. « Rentrons à la maison, dit Gabriel. « Notre maison, précisa-t-il en souriant. Le trajet de retour vers Saint-Cyr au Mont-d'Or fut magique. Ils parlèrent de leurs projets d'avenir, de leur mariage, des enfants qu'ils espéraient avoir un jour. Amélie regardait constamment sa bague, encore incrédule devant ce bonheur inattendu. Quand ils arrivèrent à la propriété, Madame Rousseau les attendait sur le perron avec un sourire rayonnant. « Alors ?» demanda-t-elle. « Madame Rousseau, dit Gabriel en passant son bras autour des épaules d'Amélie, je vous présente ma fiancée. » La vieille gouvernante applaudit de joie. Enfin, il était temps. Madame Isabelle aurait été si heureuse de voir ça. Elle serra Amélie dans ses bras. « Bienvenue à la maison, ma chère enfant, pour de bon cette fois. » Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, dans la petite église du village. Amélie portait une robe simple mais élégante, et Gabriel ne l'avait jamais trouvée aussi belle. Tout le village était présent, ainsi que les amis viticulteurs de Gabriel, qui avaient fini par apprécier Amélie pour sa simplicité et sa sincérité. Même Céleste était venue, contrainte et forcée, mais elle avait eu la décence de s'excuser auprès d'Amélie pour son comportement passé. Le curé prononça une cérémonie émouvante, parlant de l'amour qui triomphe des épreuves et de la beauté des secondes chances. Quand Gabriel et Amélie échangèrent leurs vœux, il n'y eut pas un œil sec dans l'assemblée. « Gabriel, dit Amélie d'une voix tremblante, vous m'avez sauvé quand j'étais au plus bas. Vous m'avez rendu ma dignité et mon espoir. Je promets de vous aimer et de vous chérir pour le reste de ma vie. » Gabriel lui répondit, « Amélie, vous avez ramené la lumière dans ma vie. Vous m'avez appris qu'on pouvait aimer à nouveau sans oublier. Je promets de vous protéger et de vous rendre heureuse jusqu'à mon dernier souffle. » 2 ans plus tard, Amélie était enceinte de jumeaux. Elle se tenait dans le jardin de leur propriété, regardant Gabriel qui jouait avec leur chien, un golden retriever qu'ils avaient adopté et baptisé Victor, en hommage à Victor Hugo. Ses mains caressaient son ventre rond où grandissaient leurs futurs enfants. La vie avait pris un cours qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. De domestique maltraitée, elle était devenue l'épouse aimée d'un homme merveilleux, héritière d'une noble lignée et bientôt mère de famille. Gabriel s'approcha d'elle et posa ses mains sur son ventre. « À quoi pensez-vous, Madame Moreau ?» demanda-t-il en l'embrassant dans le cou. « Je pense que parfois, les plus beaux cadeaux de la vie arrivent quand on s'y attend le moins, » répondit Amélie en se blottissant contre lui.
Cette histoire nous a appris que peu importe d'où on vient ou ce qu'on a vécu dans le passé, ce qui compte, c'est la bonté de notre cœur et notre capacité à aimer et à être aimé en retour. Parfois, il faut traverser la nuit la plus sombre pour apprécier la beauté de l'aube. Gabriel et Amélie avaient trouvé leur aube, et leur amour illuminerait leur vie pour toujours. Et voilà, chers auditeurs, comment se termine cette belle histoire d'amour et de rédemption. Amélie et Gabriel nous rappellent que l'amour véritable peut naître des circonstances les plus inattendues et que la gentillesse et la compassion sont des forces plus puissantes que nous ne l'imaginons. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a touché, à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires et à partager vos propres témoignages en commentaire. Que cette histoire vous inspire à toujours croire en la beauté de l'amour et en la possibilité des nouveaux commencements. À bientôt pour une nouvelle aventure émotionnelle et que vos cœurs restent ouverts à la magie de la vie.